Chers auditeurs, bonsoir. Je vous retrouve avec une très grande joie en cette soirée du samedi 28 avril 2018 pour un nouveau libre journal de la plus grande France. Un journal qui déjà annonce la fête de la courtoisie qui aura lieu le dimanche 10 juin prochain et fête au cours de laquelle, comme chaque année, vous retrouverez non seulement les patrons d'émissions, mais les auteurs qui sont venus au micro de Radio Courtoisie tout au long de cette année pour participer aux conversations, aux débats et présenter le fruit de leurs travaux, présenter leurs ouvrages. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un ouvrage qui vient tout juste de paraître et qui s'intitule Beccaria, Voltaire et Napoléon ou l'étrange humanisme pénal des Lumières, ouvrage publié par le professeur Xavier Martin, que vous retrouverez donc le 10 juin prochain à la fête de la courtoisie et qui dédicacera ses œuvres, notamment celle-ci, mais aussi Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, paru il y a 3 ans et qui dont il sera question au cours de cette émission, ou encore Voltaire méconnu, puisque nous allons également beaucoup parler de Voltaire au cours de cette émission. Et puis peut-être également quelques autres. Alors, professeur, cet ouvrage, Beccaria, Voltaire et Napoléon, que j'ai lu non seulement avec un vif intérêt, mais avec un grand plaisir, parce que on se régale de votre plume, d'abord de la précision de votre analyse, de la précision de vos références, mais aussi de votre plume, de votre sens de l'humour qui est toujours bien présent et qui arrive toujours au moment où on s'y attend le moins, et qui rend cette lecture non seulement intéressante, mais extrêmement agréable. Et donc cet ouvrage est consacré à la question du droit pénal, aux Lumières évidemment, c'est l'objet de vos travaux depuis 35 ans maintenant, et décliné dans un domaine spécifique qui est celui du droit pénal auquel jusque-là vous ne vous étiez pas intéressé. Vous êtes, comme vous avez pu le dire en d'autres circonstances, un pénaliste du dimanche, voire du décadi. Du décadi, du décadi encore plus que du dimanche, oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Et oui, je n'avais pas vocation, me semblait-il, à écrire sur l'histoire du droit pénal. Ça n'est pas vraiment de l'histoire du droit pénal, mais c'est de l'histoire de la question pénale, l'histoire de la philosophie pénale dans la France des années 1750, en gros 1810 étant le grand code pénal napoléonien. Je n'avais jamais abordé ce type de questions, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire. Je n'avais pas de répulsion particulière pour cette thématique, au contraire, mais le fait est que je n'avais jamais étudié cela. Et en 2010 a eu lieu le bicentenaire du code pénal napoléonien. Et les organisateurs du colloque officiel qui était mené par la Cour de cassation et par le Sénat ont eu l'idée un peu saugrenue de m'inviter à parler, ce qui était pour moi un peu un défi, un peu une gageure, de parler dans une circonstance aussi importante sur un sujet aussi grave quand on n'est pas quand même un spécialiste de la chose depuis de nombreuses années. Mais si on m'a invité à le faire, c'est que j'avais beaucoup tourné autour de tout cela, que je m'étais beaucoup intéressé à l'humanisme des Lumières, que j'avais beaucoup
eu l'occasion de me rendre compte que cet humanisme des Lumières, ensuite celui de la Révolution, était hypothéqué lourdement dès le départ par l'anthropologie des Lumières, parce que comment faire de l'humanisme digne de ce nom à partir d'une conception de l'homme extrêmement pauvre, extrêmement organique, matériel, mécaniste. Donc je m'étais beaucoup intéressé à cela, et pour moi j'ai tout de suite vu l'intérêt de la chose dans la perspective de ma propre démarche. L'occasion s'offrait de tester ce que j'avais pu mettre au jour précédemment, qui me semble-t-il tenait la route dans un certain nombre de domaines pour expliquer certains aspects importants de la législation révolutionnaire et des codifications, et particulièrement du code civil napoléonien, dont, comme vous le savez, j'étais parti. J'ai trouvé l'occasion de tester dans un domaine nouveau, dans une circonstance particulièrement solennelle, donc qui ne souffrait pas de ma part l'approximation. Donc vous n'êtes pas coutumier d'ailleurs. Je ne sais pas. Quelquefois, dans des circonstances moins solennelles, si on est pressé par le temps, on peut essayer de faire des choses. On se sent plus libre pour faire des choses un peu plus rapidement, pour faire face à un engagement qu'on a pris imprudemment. Là, il n'en était pas question. Et donc, je m'apprêtais à travailler beaucoup cette question en peu de mois. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et sans en être particulièrement surpris, mais néanmoins avec un intérêt, une curiosité intellectuelle très marquée, j'ai pu observer que ce que j'avais jusqu'alors essayé et confirmé dans d'autres domaines, eh bien, tenait la route, si vous me permettez cette expression dans votre émission, tenait la route dans ce domaine-là aussi, d'une manière très frappante. Oui, on réalise en lisant cet ouvrage que le droit pénal et la réflexion pénaliste est un excellent révélateur du contexte anthropologique et des mentalités dominantes. C'est un très bon révélateur. Alors pour moi, compte tenu de la logique de ma démarche, c'était un confirmatif à mes yeux. Ça l'a été très fortement, évidemment. Alors, notamment, il y a un nom qui s'impose à l'esprit quand on évoque la réflexion pénaliste, celui qui a marqué les monuments législatifs ultérieurs, qui a marqué les réflexions ultérieures, c'est celui du Milanais Cesare Beccaria, qui en 1764, alors qu'il a 26 ans, publie un ouvrage intitulé Des traités et des peines. Des délits et des peines. Des délits et des peines. Des délits et des peines. Pardon. Alors, qui est Beccaria? Alors, Beccaria, c'est un jeune homme de l'aristocratie milanaise, qui, avec quelques amis, dont les deux frères Véry, ce sont eux les trois principaux de ce petit groupe, sont un peu en réaction contre leur milieu, comme il peut être sympathique à un certain âge de la jeunesse. 26 ans, ça commence à devenir un peu tard pour un adolescent. Ils sont en réaction contre leur milieu. C'est très marqué contre les frères Véry également. Et ils ont une grande curiosité intellectuelle. Ils sont très sensibles à la fermentation intellectuelle européenne, qu'après coup nous identifions comme étant celle des Lumières, et ils vont travailler beaucoup dans un esprit de réflexion, de contestation de ce qu'il y a autour d'eux. Alors l'œuvre de Beccaria, elle a eu tout de suite un grand retentissement. Et elle a été, dans les mois qui ont suivi, traduite en français
par l'abbé Morlaix, qui est un personnage que l'on rencontre de temps à autre quand on s'intéresse à la philosophie des Lumières, mais qui apparaît en quelque sorte comme un personnage de deuxième rang, Voilà. mais qui néanmoins n'en a pas moins son importance. Bien sûr, il est important tout en étant de deuxième rang, comme vous dites, ou de seconde zone, comme on pourrait dire. Cet abbé Morlaix, c'est un personnage qui est très proche des philosophes, des grands philosophes, notamment côté encyclopédiste. Il est très lié à Diderot, d'Holbach, Helvétius. Mais incontestablement, c'est un second rôle. C'est un second rôle. Ce n'est pas un génie intellectuel. D'ailleurs, il a entrepris de vastes ouvrages qu'il n'a pas menés à bien. Et il va faire la preuve de ce que nous sommes en train de dire sur son compte, puisque nous le présentons sous un jour un peu dénigrant, a priori. il va apporter de l'eau à notre moulin dans cette affaire de Beccaria, parce que, enthousiasmé par le petit livre de Beccaria, il prend sous son bonnet de le traduire en français. C'est important pour la diffusion des idées de Beccaria, parce que le français est la langue de l'Europe cultivée. Et c'est donc sous la version française de l'abbé Morlaix que ce livre va être connu à travers l'Europe avec un très grand succès. Or, cette version, elle n'est pas fidèle. Le problème, c'est que vous connaissez Traditore, l'abbé Morlaix n'est pas fidèle. Le texte de l'abbé Morlaix n'est pas fidèle à celui de Beccaria. Il change beaucoup de choses. Il change l'ordre, il change le plan. Il n'y avait pas spécialement de plan d'ailleurs dans celui de Beccaria, mais il y avait un ordre des chapitres. L'abbé Morlaix recompose cela. Il appelle le tout traité, alors que le livre de Beccaria se présente davantage sous l'aspect de libre propos au sujet d'eux. Et d'ailleurs, Diderot est furieux d'après l'abbé Morlaix, comme souvent d'ailleurs. Ils étaient amis, mais Diderot se moquait beaucoup par derrière de l'abbé Morlaix. Ce mode d'idée un peu libre correspond beaucoup mieux au tempérament de Diderot. Ça permet de tout dire des choses, de dire un peu n'importe quoi pour lancer des ballons d'essai, tester des choses. Et il trouve que l'abbé Morlaix a considérablement appauvri l'entreprise intellectuelle de Beccaria en lui donnant la forme étriquée d'un traité et en changeant un certain nombre de choses, etc. Alors c'est très difficile de savoir au total, je dirais, ce qu'on désigne quand on parle de Beccaria. Ça ne vous a pas échappé. Il y a un réel problème quand on dit Beccaria dit ceci, Beccaria dit cela, Beccaria, etc. Quand on impute des idées à Beccaria, il y a une très forte probabilité pour que ce soit effectivement les siennes, mais il n'y a aucune certitude. Parce que déjà, les frères Véry ont beaucoup retravaillé son texte italien, dans des proportions dont on est en grande difficulté pour savoir de quoi il retourne exactement. Et en plus, deuxième temps, l'abbé Morlaix rechange le tout à sa sauce assez médiocre, et si bien que pour identifier avec certitude, précision une idée de Beccaria, il faudrait, à chaque fois qu'on a une phrase de Beccaria sous les yeux, il faudrait consulter, faire un gros travail d'érudition pour consulter plusieurs versions du XVIIIe siècle, ce que je n'ai pas pu faire, ce que personne ne fait jamais. Il faut considérer le traité comme un manifeste exprimant les idées des milieux encyclopédistes en matière pénaliste. On peut le dire comme ça, et néanmoins, je ne voudrais pas quand même trop exclure la personne de Beccaria de cette entreprise. Je pense que il mérite qu'on laisse son nom quand même en priorité sur ce travail. Simplement, il y a ces doutes forts sur ce que tel que je vous les indiquais. Alors, ce qui n'a pas arrangé les
chose, c'est que Beccaria lui-même ne s'est pas beaucoup battu contre les déformations qu'on apportait à son texte, pour deux raisons, me semble-t-il. La première raison, c'est qu'il avait une certaine crainte révérentielle entre l'un des deux frères Véry, qui était quand même de 10 ans son aîné, et qui était un peu son mentor, et qu'il ne voulait pas contredire ouvertement. L'abbé Morlet, même chose. L'abbé Morlet, c'est le milieu des philosophes parisiens. Ça n'est quand même pas rien aux yeux de Beccaria. C'est un grand prestige. Et puis, ce sont des gens susceptibles de lui donner une aura, une réputation à travers l'Europe. Donc, il est tout à fait porté à ne pas trop protester sur les déformations qu'on peut ajouter à son texte, qu'on peut infliger à son texte. La deuxième raison, c'est qu'il semble avoir été intellectuellement un peu indolent, et il n'avait pas envie spécialement de reprendre tout cela, de reprendre en profondeur son travail pour essayer de défendre une version qui aurait été vraiment la sienne, quoi, vous voyez. Alors on est là avec quelque chose d'assez quand même diffus, dont les contours sont incertains. Alors Beccaria, oui. Avec des ajouts, mais alors, des amendements, dont surtout on ignore constamment dans quelle mesure tel point c'est vraiment lui et à quel point il pouvait y être attaché. Bon, il demeure quand même. Ceci étant, j'insiste sur l'incertitude qu'il y a autour de l'authenticité de ce qu'on lui attribue. J'insiste là-dessus, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'en tenir compte. Alors, comme on n'a pas l'habitude d'en tenir compte, j'attire l'attention là-dessus, et peut-être que je peux avoir l'air de trop insister là-dessus. C'est le principe de Voltaire méconnu. Ce qui est un peu, peut-être, je ne sais pas à qui vous faites allusion, à quel collègue vous faites allusion. Mais je n'ai pas, mon but n'était pas de priver Beccaria de ça. Mon but, c'est d'essayer de montrer que c'est pas si simple que ça, quoi. Que c'est même un peu, il y a une part de brume dans tout cela. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France. Philippe Gebrava reçoit en ce moment le professeur Xavier Martin à l'occasion de la sortie de son livre Beccaria, Voltaire et Napoléon ou l'étrange humanisme pénal des Lumières, ouvrage que vous retrouverez lors de la fête de la Courtoisie le dimanche 10 juin 2018. Alors, il y a chez Beccaria et chez ceux qui ont amendé son texte, il y a une réaction, une remise en cause des principes juridiques qui encadrent depuis des siècles le système pénal des Lumières, une remise en cause en particulier de ce principe de l'arbitraire des juges qui conduit les juges à juger en équité, c'est-à-dire non pas à appliquer un texte préétabli qui n'existe pas, mais à chercher dans leur connaissance, dans le droit romain, dans le droit canonique, dans la coutume, dans les ordonnances royales, dans la jurisprudence antérieure, la solution qui serait la plus adaptée aux circonstances du crime commis. Et avant l'arbitraire des juges, il y a ce système de preuve assez original qui a été défini par la jurisprudence au XIIIe siècle à partir du droit romain, et qui impose, pour prononcer la condamnation, d'avoir la preuve pleine et entière, aussi clair que le jour à midi, ou comme on dit en Bretagne, qu'étoile qui est dans le ciel, de la culpabilité de l'accusé. Donc un système qui affirme la présomption d'innocence et qui exige d'avoir ou deux témoins idoines ou l'aveu corroboré par des indices convergents. Donc un système qui, pour le juge,
était initialement très contraignant, même si depuis le XVIe siècle, qui est un siècle assez répressif d'esprit, on a un petit peu contourné tout cela et on l'applique de moins en moins bien, ce qui peut expliquer certains accidents comme la condamnation de ce pauvre Calas à Toulouse en 1762. Alors face à ces principes de l'ancienne France, quels sont les grands traits de la pensée pénaliste de Beccaria? Beccaria, il y a plusieurs choses qui ressortent dans tout ce qu'il a pu dire. Il attache une grande importance à ce qu'il n'appelle pas, mais les expressions qu'il emploie ne laissent aucun doute à cet égard, à l'intime conviction. Une grande importance il attache à l'intime conviction, à la sagesse en quelque sorte, en même temps, à la sagesse en quelque sorte élémentaire qu'il y a dans le peuple, et dans le peuple non formé au droit. C'est important parce que ça va contribuer à déboucher sous la Révolution française sur une institution qui est toujours au cœur de notre droit pénal et qui est l'institution des jurés. Et on va retrouver ça très fortement sous la Révolution, cette méfiance vis-à-vis de la science du droit, et pour privilégier au contraire ce que le bon sens des gens peut... Une sorte de bon sens instinctif. Instinctif. Et plus il est instinctif, mieux ça vaut. Ça donnera des choses très étonnantes sous la Révolution, comme vous le savez, des propos de législateurs très étonnants, disant que les jurés, c'est une institution qui sort du fond des bois, et c'est pour ça qu'elle est bonne. C'est en quelque sorte la forêt primitive, ce qu'il y a de plus instinctif et instinctuel en l'homme, là, qui va se manifester. Un collège de bons sauvages que l'on réunit pour juger... Si on veut. Ou en principe, n'étant pas suffisamment éloigné de ce stade de l'humanité pour ne pas être sage et pertinemment instinctif, oui. Il y a aussi chez Beccaria, alors c'est peut-être là-dessus qu'on va faire le plus de bruit et on comprend pourquoi. Il y a un refus de la torture chez Beccaria. Alors, comme vous le savez, la torture a une grande importance dans l'ancien droit. Elle a une grande importance dans les débats sur le droit pénal dans les dernières décennies de l'Ancien Régime. À un moment d'ailleurs où elle n'est plus guère appliquée. Oui, elle tombe en désuétude depuis longtemps. Elle est en train de tomber heureusement en désuétude depuis précisément la décennie 1760, je crois. Mais déjà, je crois, il y a oui. Déjà, lorsqu'on avait rédigé l'ordonnance criminelle de 1670, le premier président Guillaume de Lamoignon avait proposé qu'on y renonce. Oui. Il ne l'avait pas obtenu, mais comme le Parlement est saisi systématiquement en appel des condamnations à subir la question, il exerce une censure qui est déjà très forte. Alors il y a ce tempérament que vous connaissez parfaitement. Je ne prétends pas du tout vous faire une leçon sur ce point-là, mais les parlements sont multiples sous l'ancienne France. Vous dites le Parlement de Paris. À juste titre, c'est le Parlement de Paris. C'est une approximation qui est usuelle chez nous. Et on sait très bien ce que ça veut dire, mais il peut y avoir d'autres parlements disons que l'obsolescence de la torture a varié un petit peu chronologiquement selon les parlements. Mais la tendance globale est puissante et très forte, et après 1760, il y a vraiment plus grand-chose. Alors, on en a fait à ce sujet-là, on a fait de Beccaria un grand humaniste. Est-ce qu'il y a plus grande preuve d'humanisme qu'une dénonciation de la torture? Le problème, c'est déjà, c'est pas nouveau. Montaigne et La Rocheflavin l'avaient fait 2 siècles avant lui. Exactement. Et puis le problème, c'est que Beccaria, la raison principale pour laquelle la législation royale, pour laquelle la législation révolutionnaire vont renoncer à la torture, c'est pas une raison humanitaire en premier lieu, c'est une raison utilitaire. C'est une raison utilitaire parce qu'il y a toujours l'argument que ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien et qu'on n'obtient rien d'intéressant de cette manière-là. Et d'autant plus que c'est très encadré. Oui. C'est tellement encadré que la plupart n'avouent rien ou ne réitèrent pas leurs aveux. Ben, c'est ce qu'on dit en tout cas. Et il est intéressant, par exemple, de voir, je ne sais plus si c'est en 1780 ou 1788, une ordonnance royale qui supprime la question dite préalable, où le roi, enfin je pense c'est pas le roi personnellement, mais officiellement c'est le roi personnellement, je ne sais plus qui avait rédigé cette ordonnance, le garde des Sceaux, où il est dit que on supprime la question préalable, mais que si nos sages jurisconsultes, dans un certain nombre d'années, estiment qu'il était utile de la rétablir, mais on la rétablirait. Ben voilà, on est là. Là, on est au cœur du parler vrai. C'est le parler vrai utilitariste. Avec Beccaria, les Lumières et toute la sauce que l'on accommode autour, eh bien, on a un discours très différent. C'est pas le parler vrai, c'est le parler faux, parce que on fait grand cas de l'humanisme si on lit de très près et Beccaria et Voltaire. Notamment, puisque ce sont des grandes, je cite parce que ce sont de très grandes références dans ce domaine-là, on est dans l'utilité, et pourquoi pas admettre qu'un législateur, estime de son devoir d'aller à l'utile. Moi, je veux bien, à la limite. Le tout, c'est de savoir ce dont on parle, et puis c'est tout. Alors il y a une grande contradiction à cet égard dans les propos même de Beccaria et de Voltaire. Enfin, si on met les textes les uns en face des autres, la vision habituelle, officielle, ne tient pas. Oui, ce que vous montrez dans votre ouvrage, Beccaria, Voltaire et Napoléon, ou l'étrange humanisme pénal des Lumières, c'est que l'idée dominante de la pensée de Beccaria, c'est l'utilitarisme. Oui, c'est une évidence, et puisque même Bentham, qui est le grand utilitariste, comme on sait, et dont j'ai rencontré sous une très grande plume d'histoire du droit pénal que Beccaria est utilitariste comme Bentham à la même époque. Sauf que Bentham arrive un peu après. En réalité, Bentham arrive un tout petit peu après, et c'est chez Beccaria qu'il prend son utilitarisme. Il le dit. Il est éperdu d'admiration pour Beccaria. Donc, vous voyez que sous une grande plume, on nous dise que Beccaria est utilitariste comme Bentham à la même époque, c'est dire quelque chose qui est très défectueux sur le plan de la réalité historique. Et alors cet utilitarisme, Beccaria en fait l'a puisé chez Helvétius. Oui. Qui l'applique au droit pénal. Oui, il applique au droit pénal l'anthropologie d'Helvétius. Et l'anthropologie d'Helvétius, c'est la vulgarisation de l'anthropologie savante des Lumières. C'est-à-dire l'homme qui n'est qu'organique, qui n'est que machine, qui est mené aveuglément par son intérêt, etc. C'est ça qui a enthousiasmé Beccaria. Beccaria était enthousiasmé par ça. Il se reconnaît une dette immense envers Helvétius, et Bentham, entre parenthèses, une dette immense envers Beccaria. Et notamment l'ouvrage De l'Esprit, oui, qui à l'époque a eu un grand retentissement, du fait notamment des palinodies de la censure royale, oui, qui a laissé passer le texte, oui, parce que le censeur faisait 3 journées de travail en une, et oui, que il a pas fait attention. C'était le premier commis des affaires étrangères tertiaires. Et ensuite le texte a fait scandale. Il a été condamné. Et alors là, peut-être qu'il y a une des sources du malentendu autour des Lumières. Helvétius est condamné parce qu'il nie la liberté humaine. Oui. Et donc, il va devenir un martyr de la liberté pour avoir été condamné, pour avoir nié que l'homme était libre. Eh bien, vous avez parfaitement résumé la question. Et effectivement, je m'étais rendu compte de cela avec un certain étonnement.
dès mon premier livre, Nature humaine et Révolution française, où j'avais signalé cette anomalie. Et ce cas est particulièrement a un relief tout particulier, mais il n'est pas isolé. Les philosophes des Lumières ont été censurés pour avoir nié que l'homme fût libre. Et ils passent à cause de ça pour des martyrs de la liberté. Il y a un problème. Il y a aussi un problème d'intelligence de la censure, d'intelligence, de bien fondé, d'utilité, de modalité de la censure, que nous ne sommes pas réunis ici pour résoudre. C'est que le mode qui consiste à condamner purement et simplement en usant de l'argument d'autorité n'est pas très opérant. La preuve, au moins il n'est pas opérant. Ça, si on se cantonne dans l'utilitarisme, nous aussi, ça c'est pas fameux du tout comme résultat. Oui. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France. Philippe Pichot-Bravard reçoit ce soir Xavier Martin, le professeur Xavier Martin, qui vient de publier Beccaria, Voltaire et Napoléon, ouvrage publié aux éditions Dominique Martin-Morin et que vous retrouverez le 10 juin prochain à la fête de la Courtoisie. Alors, il est un autre malentendu autour de Beccaria. Beccaria passe pour avoir été partisan de l'abolition de la peine de mort, alors qu'en réalité, le dossier est un peu plus complexe que cela. Tout à fait. Ça a été une des surprises un peu pour moi, parce que j'abordais tout ça avec une certaine naïveté. C'est une surprise. Beccaria, c'est le grand adversaire de la peine de mort dans l'histoire du droit pénal. Le problème est le suivant, c'est que en réalité, il est très hostile. Il est hostile à la peine de mort, incontestablement. Il est partisan qu'on la restreigne le plus possible, mais il n'est pas, je regrette, il n'est pas abolitionniste si les mots ont un sens, dans la mesure où il souffre des exceptions. Et si vous admettez la peine de mort avec des exceptions, vous n'êtes pas abolitionniste. Et il admet. Pour simplifier un petit peu le dossier, pour aller vite, il admet deux sortes d'exceptions en cas d'anarchie sociale. Alors ça peut laisser place à la peine de mort d'une manière tout marginale, mais tout de même assez importante. Oui, assez massive. D'une certaine manière, ce qui s'est passé sous la Terreur en France, dans ce cas-là, c'était de l'exception à la Beccaria. Et 1848, et 1871. Oui, exactement. Et puis le deuxième type d'exception qui n'est pas le moins savoureux, c'est en cas de nécessité positive. Donc je suis pour l'abolition de la peine de mort, sauf en cas de nécessité positive, ce qui laisse d'abord pantois et d'autre part le champ libre à bien des hypothèses, à un jeu assez élastique d'exception. Alors il faut pas raconter n'importe quoi. Alors moyennant quoi les auteurs les auteurs des Lumières sont comme lui. Si je vous disais de but en blanc que les Lumières sont hostiles à la peine de mort, tout le monde le croirait. En réalité, des gens comme Voltaire et Diderot, qui sont les deux plus directement concernés dans la chose, ils sont abolitionnistes de temps en temps. Par intermittence. Par intermittence. Alors quand on est abolitionniste par intermittence, c'est pas suffisant. Il y a des passages où Diderot dit qu'il faut écraser les chiens enragés ou étouffer les chiens enragés. Il reconnaît que dans un certain nombre de circonstances, la peine de mort est socialement indispensable. Voltaire a bien des sorties en faveur de la peine de mort, assorties de supplices affreux, notamment en cas de régicide. Il est à fond pour... Il approuve l'écartèlement de Ravaillac. J'aurais approuvé sans hésitation. J'aurais condamné sans hésitation. Ravaillac a été écartelé, il écrit cela. Alors, on peut pas nous raconter que ces gens-là sont abolitionnistes. Ce qui est vrai, c'est que de temps en temps, et pour faire les esprits forts, etc., ils le sont. Ils le sont, l'espace d'un instant, l'espace d'un paragraphe. Et généralement, les exemples précis à partir desquels
ils raisonnent dans le sens de l'abolitionnisme, laissent eux aussi un petit peu perplexes, un peu méditatifs. Ils se scandalisent que l'on tue un homme jeune et vigoureux, alors qu'on pourrait le faire travailler utilement, ou une fille bien faite, qui pourrait aussi augmenter la population. Mais dès qu'il s'agit d'un vieux jésuite de 70 ans, on peut le pendre sans problème. Il y a un vieux jésuite de 70 ans dont là, au Portugal, excusez-moi, vous me faites rire de ça, mais c'est pas bien, dont la mort, dont l'exécution au Portugal réjouit beaucoup Voltaire. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas sérieux. Tout ça vraiment n'est pas sérieux. Enfin, me semble-t-il. Et surtout, que ces gens-là se contredisent, qu'ils aient des imperfections dans leur raisonnement, qu'ils hésitent, etc. Moi, je ne vois pas en quoi le leur reprocher, mais qu'on les fasse passer très clairement pour le contraire de ce qu'ils ont été à ce sujet-là, c'est là que quelque chose ne va pas. Voilà. Mmh. Et on retrouve cette ambiguïté à propos de l'affaire Calas, qui est aujourd'hui élevée au rang de mythe, oui. C'est-à-dire ce huguenot de la région de Toulouse qui a été à tort condamné à mort en 1762, d'abord par le tribunal des capitouls de Toulouse, puis en appel, parce qu'on l'oublie, mais toute peine afflictive et infamante dans l'ancienne France donnait lieu à un procès en appel, c'était systématique, en appel par le Parlement de Toulouse, et Voltaire donc s'empare de la réhabilitation avec retard, et en fait il s'en sert comme d'une campagne de promotion en faisant au système juridique de l'ancienne France des reproches qui n'ont pas lieu d'être. Et il traite les juges d'assassins, assassins en robe noire, sans cesse dans sa campagne d'opinion. Et puis lorsque tout est terminé et que finalement, Calas, Calas est non pas réhabilité, mais Calas est acquitté à titre posthume, au bénéfice du doute. Enfin, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. En douce, là, Voltaire évidemment perd de sa pugnacité et dit qu'il y avait dans l'affaire Calas de quoi excuser les juges. Il le dit plusieurs fois. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde l'affaire elle-même, le problème est que le fils Calas, Marc-Antoine, s'était visiblement suicidé, et la famille, pour des raisons d'honneur, qu'on comprend très bien, ont menti aux juges et ont menti sous serment pour camoufler le suicide. Compte tenu des circonstances, s'il n'y avait pas suicide, c'est qu'il y avait meurtre. Oui. Et les juges en ont conclu que s'il y avait meurtre, le seul qui avait pu faire le coup, c'était le père. C'est ceux qui essayaient de dissimuler le meurtre, justement. Voilà. Oui. Et en fait, l'erreur des juges, c'est qu'ils n'ont pas appliqué le système des preuves légales, parce que s'ils l'avaient appliqué, Calas n'aurait pas pu être condamné. Alors on les fait passer pour ça. On les fait passer. Et Voltaire lui-même les a fait passer pour ça. Alors qu'en fait, le reproche, c'est qu'ils ont jugé en faisant appel à leur intime conviction. Intime conviction, oui. C'est assez étonnant quand on est formé à la version officielle, comme c'était mon cas d'ailleurs, assez naïvement. Et Voltaire donc dit et répète que les juges, il était normal que les juges se trompent dans cette affaire-là. Ce qu'il dissimule soigneusement toujours, c'est le serment, parce qu'il y a eu un faux serment, le faux serment des Calas. Alors ça, il le passe sous silence. C'est une affaire qui était de nature effectivement à entraîner les juges sur une très mauvaise piste. Oui, exactement. Ils ont payé cher la campagne de Voltaire finalement à la Révolution, parce que je crois que tous les membres du Parlement de Toulouse ont été ramenés à Paris et guillotinés. Oui. Donc ça illustre très bien ça aussi le jeu de faux semblants auquel donnent lieu toutes ces thématiques, et ces thématiques de l'humanisme de Voltaire qui aurait connu une apogée dans cette affaire Calas. Alors, si l'on revient à Beccaria et à la peine de mort, la raison de son hostilité relative à la peine de mort,
c'est qu'en fait, il estime que l'on peut trouver des peines beaucoup plus utiles et beaucoup plus dissuasives. Exactement. Et alors, il est frappant de voir que Beccaria, il n'est pas le seul à cet égard. Un des arguments pour justifier qu'on supprime la peine de mort, sous cette réserve qu'il admet des exceptions, mais un des arguments pour la rendre le plus rare possible, c'est qu'il il propose une peine de substitution extrêmement inhumaine, qui est une réduction en esclavage, réduction à l'état de bête de somme, dit-il, avec des coups. Voilà. Alors, il dit ça pour se justifier, la peine de substitution, ça ne rit pas avec lui. Et on a la même idée également. Chez Voltaire. L'incendiaire, au lieu de le brûler à mort, eh bien le faire travailler toute sa vie enchaîné sous les coups de fouet et les coups de bâton. Bon. Moi, je veux bien qu'on appelle ça de l'humanisme, mais ça me pose encore des difficultés. Parce que le but n'a rien évidemment d'humanitaire, il est purement utilitaire. Évidemment. Alors, les idées qui ont été agitées à cette époque-là, celles de Voltaire, celles de Beccaria et quelques autres, Montesquieu aussi a apporté une contribution à la réflexion pénaliste. Ces idées-là, elles ont profondément nourri les travaux des constituants en 1789, 1790 et 1791. Des constituants qui, soucieux de régénérer le royaume, s'emploient également à régénérer le droit pénal. Bien sûr, oui. Alors, quels sont les principes qu'ils vont mettre en œuvre ? Eh bien, précisément, ils vont s'orienter beaucoup sur le carcéral, qui est on n'a pas employé le mot, mais c'est une idée de Beccaria, ça, de privilégier la prison par rapport aux autres peines. Ils vont se poser la question de la suppression de la peine de mort, et ils décident de maintenir la peine de mort. Malgré l'intervention de Robespierre. Robespierre fait partie des rarissimes qui sont contre la peine de mort, et sincèrement contre la peine de mort. Ce qui paraît évidemment, avec le recul, quelque chose de tout à fait baroque. Baroque, oui, c'est pas le mot que je cherchais, mais même si ce n'est pas l'adjectif qui s'accorde le plus au caractère de Robespierre. Oui, mais en fait, l'attitude de Robespierre à cet égard n'est pas contradictoire. Il n'est pas contradictoire d'être contre la peine de mort à la tribune de l'Assemblée constituante et d'avoir contribué pendant un certain nombre de mois à la rendre extrêmement fréquente dans les conditions que l'on sait sous la Terreur. La logique est très claire, c'est une logique, la Révolution est fondatrice, on est en train de fonder une société sans peine de mort, et pour qu'une société sans peine de mort existe sans peine de mort, il faut commencer par tuer ceux qui l'empêchent de naître. C'est tout. Tous ceux qui font obstacle à la régénération. Mais oui, c'est pas, je dirais, de ma part, ça n'est pas une formule comme ça, un peu vite faite pour et éventuellement qui se voudrait plaisante, et je ne sais pas si elle le serait d'ailleurs, mais c'est la réalité, et c'est logique. Et on comprend dans ces conditions l'expression curieuse de Carrier disant c'est par principe d'humanité que je purge la terre, etc., oui. etc. Ben, tout ça, toute la répression, toute la férocité de la répression révolutionnaire, et notamment sous la forme de ce qui s'est passé en Vendée et autour de la Vendée, tout ça répond à cette même logique. Les gens qui refusent la société nouvelle, qui refusent en quelque sorte de se laisser humaniser ou hominiser à la manière dont les révolutionnaires le pensent. Rappelez-vous Mirabeau, il faut que tous les hommes soient hommes.
et il faut supprimer ceux qui refusent de le devenir. C'est déjà la thématique de l'humain augmenté, du transhumanisme. Oui, c'est bien sûr, bien sûr. Et donc, avec ce système-là, eh bien, comme vous le savez, enfin, j'en ai parlé dans certains livres déjà d'une manière assez fréquente et importante. Les gens que l'on massacre en Vendée, les massacres que l'on perpètre en Vendée ne sont pas contradictoires avec les principes révolutionnaires. Ils ne sont pas contradictoires. Ils n'en sont que la mise en œuvre élémentaire, puisque les gens, j'y reviens, les gens qui empêchent la société nouvelle et parfaite de naître, ils n'en sont pas dignes de toute façon, ils empêchent les autres d'être heureux. Il est normal qu'on commence par les supprimer, et puis après, le bonheur social viendra. C'est élémentaire, c'est caricatural, mais ça n'est pas caricatural de la logique qui est derrière tout ça, parce que c'est cette logique pure. C'est ce que vous aviez montré dans le deuxième livre que vous avez publié il y a un peu plus de 20 ans maintenant, sur les droits de l'homme et la Vendée. Oui, vous me vieillissez là, peut-être, non? Oui, mais c'est vrai, un peu plus de 20 ans. 1995, je crois. Le Vendéen est-il un homme? Le Vendéen est-il un citoyen? Puisqu'il n'est ni homme ni citoyen, puisqu'il a refusé d'être citoyen, le contrat social, et surtout d'être citoyen, d'ailleurs. Et il appelle même ses adversaires les citoyens, par moment, oui. Je suis tombé d'ailleurs sur une occurrence de cette nature à propos de cris séditieux au printemps 1792 en Bretagne, la semaine dernière. Un journalier qui est poursuivi au mois de mai, juste après le déclenchement de la guerre, en disant « La guerre est déclarée, il faut que tous les aristocrates se réunissent pour chasser les citoyens ». Donc ces étiquettes-là sont bien intégrées, même dans la population, chez un simple journalier breton. Donc il était normal qu'on leur refuse les droits du citoyen, puisque... Oui, c'est logique. Et qu'il n'y ait pas de déclaration des droits des aristocrates. Exactement. Voilà. Oui. Alors, parmi ces principes qui ont guidé les constituants et ultérieurement d'ailleurs les législateurs successifs, il y en est un qui avait été mis en valeur par Beccaria, c'est le légicentrisme. Le système de peine doit reposer sur des lois préétablies par le législateur et donc, en conséquence, il n'est pas question de juger en équité. Oui, alors vous avez raison de le rappeler, puisque nous n'en avons pas spécialement parlé. Et la révolution, à cet égard, la législation révolutionnaire est tout à fait dans l'esprit et c'est bien connu dans tous les domaines. Les peines doivent être prévues par la loi, et c'est à tel point que même la loi ne laisse pas de latitude à ceux qui vont juger. Les peines la tarification des peines est rigide. C'est la loi des 16-24 août 90. Les juges doivent appliquer mécaniquement la loi au cas d'espèce. Alors, tel fait est avéré, la peine tombe automatiquement. Ce qui va poser plein de problèmes. Vous dites? Ce qui va poser plein de problèmes. Il va poser plein de problèmes parce que théoriquement, c'est là qu'on voit évidemment l'irréalisme du législateur révolutionnaire assez souvent. À partir du moment où les peines, le tarif est rigide, on estime qu'on peut confier le fait de juger à des jurés, puisque de toute façon, les jurés vont se prononcer sur les faits et automatiquement la peine tombera. Le problème concret qui va se poser, c'est que les jurés qui ont des qualités et des défauts, mais qui ont notamment la qualité de ne pas être totalement insensibles, devant des cas où il leur semble, devant la personne en chair et en os qui est devant eux, que la peine qui va tomber au cas où les faits évidents seraient reconnus par les jurés, la peine va tomber, va être excessive. Le résultat, c'est que les jurés nient les faits.
Et donc on relâche un coupable avéré Oui. pour ne pas le condamner à une peine trop lourde. Voilà. Voilà. Et ça a été un des dysfonctionnements de la justice révolutionnaire. Oui, ce qui explique, en fait, assez paradoxalement, autant au plan politique, la justice révolutionnaire a été impitoyable. Oui, j'allais le préciser, hein, oui, j'allais le rappeler, oui. Autant dans la vie pénale ordinaire, on a plutôt été dans le laxisme, et le laxisme en partie de l'opinion publique incarnée localement par les jurés, qui avaient le bon goût de ne pas être prêts à condamner lourdement, à infliger des peines qui leur paraissaient démesurées par rapport aux faits commis. Et il faudra longtemps pour qu'on intègre l'idée des circonstances atténuantes, oui, permettant au juge, dès lors que le jury aurait reconnu l'exemple de circonstances atténuantes, de moduler la peine entre un maximum et un minimum. Louis XVIII a exploré cette piste un peu timidement, et c'est Louis-Philippe qui, par la loi de 1832, a généralisé la prise en compte des circonstances atténuantes. On a mis du temps à faire des adaptations qui, pour nous, paraissent d'un bon sens élémentaire, mais c'était pas le cas. Les choses se sont produites ainsi. Alors c'est surajouté à ces dysfonctionnements, j'oserais presque dire à ces heureux dysfonctionnements du jury, parce que dans certains cas, après coup, on peut pas donner tort au jury, s'ajoutait la question, le problème de ce qu'on a appelé la question intentionnelle sous la Révolution. La législation révolutionnaire a mis en place un système d'appréciation de l'intention des gens que l'on jugeait. Et donc après avoir prononcé sur les faits, les jurés étaient questionnés sur l'intention. Alors la question de l'intention a donné lieu à un grand désordre juridique au total, parce que d'abord, quelquefois, les présidents de juridiction faisaient l'impasse sur l'intention. Ils n'auraient pas dû, et quand ça venait en appel, ça ne passait pas, évidemment. Et puis surtout, on pouvait la formuler de manière variable, la question intentionnelle. En tout cas, le fait est que souvent, ça a donné lieu à des acquittements assez étonnants, dont on s'est ému sous le Directoire quand on s'est mis à critiquer la législation de l'Assemblée constituante. Et par exemple, alors c'est le genre de fait qui est tout à fait frappant et qui a le mérite d'illustrer les problèmes qu'on est en train d'essayer de profiler. Le cas de ce faux monnayeur qui est acquitté parce qu'il n'avait pas eu l'intention de nuire à autrui. En faisant de la fausse monnaie, il n'avait eu l'intention que de se faire du bien lui-même. Et donc son intention n'était rien de pervers ni de mauvais, et eh bien acquittement. Alors horreur des juristes, horreur des jurisconsultes, horreur des législateurs d'esprit sécuritaire, je dirais aussi. Tout ça a participé d'un grand désordre juridique et a donné lieu à des cas de figure, comme vous le voyez. Il y en a eu d'autres d'ailleurs qui étaient assez, qui étaient assez pittoresques. Alors à l'inverse, la question de l'intention, dès que l'affaire est un peu politique, se retourne contre l'accusé de manière systématique. Eh bien oui, alors le problème en matière politique se pose après la terreur. Comme vous le savez, un certain nombre de, je veux dire terroristes pour simplifier, un certain nombre de gens compromis dans la terreur ont eu la malchance historique d'être l'objet d'une répression de la part de leurs anciens amis
leurs récents amis qui, eux, se défaussaient en chargeant quelques-uns. C'était les boucs émissaires, en quelque sorte. Et là, le problème de l'intention prenait un tour tout particulier et prenait un tour de politique fondamentale et touchait à la qualité, à l'essence même de la révolution dans son caractère utopique. L'utopie est toujours bien intentionnée. Donc les horreurs qui avaient été faites dans les premières années révolutionnaires, et notamment en 92-94, ne pouvaient avoir été faites que dans une bonne intention, qui est la bonne intention de régénérer le pays, de supprimer les empêcheurs de régénérer en rond, etc., etc. Il ne pouvait y avoir que de bonnes intentions. Et donc les accusés genre Carrier vont se raccrocher à l'intention. Leur intention ne pouvait être que bonne. Et là, il va falloir triturer le jeu des questions selon les cas pour condamner qui on veut condamner et puis en blanchir d'autres. Parce que Carrier, lui, sera condamné parce que il est un symbole beaucoup trop manifeste. Oui. En revanche, beaucoup de ses collaborateurs qui étaient les complices de ces actes ont été reconnus de bonnes intentions, nourris de bonnes intentions et blanchis. Ils ont été reconnus l'auteur d'horreur. Ils ont été reconnus l'auteur d'horreur et blanchis parce que il ne l'avait pas fait dans une intention contre-révolutionnaire. Alors que Carrier, lui, on décrète qu'il l'a fait dans une intention contre-révolutionnaire. Oui, ce qui est tout à fait extravagant. J'aurais donné cher pour savoir quel était l'état d'esprit de Carrier devant... De se voir qualifié de contre-révolutionnaire à son tour. Devant ce paradoxe absolument... Devant cette calomnie. Devant cette calomnie sans limite. Vous écoutez Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Bravard reçoit le professeur Xavier Martin à l'occasion de la sortie de son dernier livre intitulé Beccaria, Voltaire et Napoléon ou l'étrange humanisme pénal des Lumières, publié aux éditions Dominique Martin-Morin, ouvrage que vous retrouverez lors de la fête de la Courtoisie à laquelle nous vous attendons le dimanche 10 juin prochain. Alors, il est un autre thème qui a été abordé au sein de l'Assemblée constituante et qui touche de près la peine de mort. C'est, à partir du moment où l'on conserve la peine de mort, c'est le mode de supplice employé. Dans l'ancienne France, le supplice dépendait de l'origine sociale et de la nature du crime commis. Oui. Et donc, il y avait une certaine pluralité de supplices possibles, même si depuis la fin du Moyen-Âge, l'originalité originelle avait un petit peu souffert, certaines coutumes ayant disparu, et là, on prétend mettre en place un mode d'exécution humanitaire. Et vous décrivez ce débat au cours duquel s'illustre l'un des députés, un certain docteur Guillotin, et ce débat est extrêmement révélateur des intentions de l'époque. Oui, bien sûr. Bon, ce qu'éventuellement apporte mon livre sur ce point particulier n'est pas, je pense pas qu'il y ait de révélation extraordinaire. Dans le détail, tout de même, il y a des choses qui m'ont quand même beaucoup surpris. Bien sûr, la guillotine, elle est faite pour humaniser la peine de mort. Il s'agit que la mort soit instantanée, qu'elle ne soit pas infligée directement par l'homme, le bras de quelqu'un sur son semblable. Ça a son importance. Et qu'elle ne donne pas lieu à des défectuosités dans l'exécution, qu'on soit obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Ça n'empêchera pas d'ailleurs, la machine, la guillotine aura quelques ratés. Mais enfin, dans le principe, tout est étudié pour le contraire. Et puis, il s'agit de faire en sorte aussi que le peuple ne soit pas spectateur de quelque chose de trop, de trop sauvage, et que
l'émotion, les sentiments populaires ne se retournent pas en faveur de l'exécuter si le bourreau s'y prend mal. Tout ça, c'est dit, tout ça aussi dans le moment. Et donc, eh bien, il s'agit de rationaliser, de rendre rapide et plus humain. Plus humain, quelque chose qui est en fait plus impersonnel et plus mécanique. Le caractère mécanique est tellement... La propension mécanique, mécaniciste, est tellement en accord avec cette tendance puissante de la pensée du siècle des Lumières que l'idée va même se faire jour. Alors, n'exagérons pas la portée de ce que je vais dire, hein, c'est un détail éphémère à un moment donné, mais quelqu'un a l'idée de faire en sorte que le mécanisme de la guillotine, au moment où l'on exécute quelqu'un, soit déclenché par l'action du soleil à un moment donné. Ce qui branche vraiment la mécanique à exécuter les gens sur le mécanisme universel, sur le cosmos, et on retrouve là tout ce qu'il y a de modèle newtonien dans la pensée des Lumières. Bon. C'est quelque chose qui est infime, je le répète, hein, je voudrais pas qu'on passer pour vouloir surestimer ça, mais ça m'a paru quand même très, très révélateur. Et puis, le docteur Beccaria, excusez-moi, le docteur Guillotin. Le docteur Guillotin, alors chose qui m'a beaucoup étonné, parce que j'ai trouvé ça dans un endroit où ça devrait être connu, enfin, je sais pas, c'est dans le Moniteur de l'époque que j'ai regardé par acquis de conscience, étant entendu que ce qu'on lit dans les archives parlementaires, qui souvent sont reprises à partir du Moniteur, est plus complet que ce qu'il y a dans le Moniteur. Et pour cette séance-là, le Moniteur, les archives parlementaires disent que le Moniteur n'a pas été complet, donc j'ai quand même regardé ce qu'il y avait dans le Moniteur. Et dans le Moniteur, il est indiqué que Guillotin a fait le malin à la tribune, il a ironisé, enfin il a fait de l'humour au sujet de la peine de mort. Messieurs, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil, enfin, etc. Et il est dit qu'il a un peu égayé l'Assemblée. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et notamment parce que dans cette assemblée, vous en avez compté 61 qui allaient expérimenter dans peu de temps. Je me suis donné ce mal relatif. J'ai eu la curiosité de savoir. Messieurs, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil. Ça égaye l'Assemblée. Il y en a 61 qui vont connaître ça. Oui. Dont d'ailleurs Robespierre, dont je pense pas qu'il ait rigolé. Non, vous dites que la franche rigolade n'est pas son charisme. Oui, je crois que c'est difficilement contestable. Oui. Donc on touche là à une situation un peu, on est dans le surréalisme. Enfin, ça mérite d'être, sans surestimer la portée historique de tout ça, ça mérite d'être au passage mis en relief. Oui, il a un peu égayé l'Assemblée. Lui restera assez peu égayé par tout cela parce que il paraît qu'il a été très contrit par le fait que son nom ait été attaché à la machine en question, qu'on ait le nom de guillotine. Surtout après l'usage qu'on en a fait. Ben exactement, oui. Et du coup, on dit qu'il ne s'en est jamais remis. Et donc, on a là une manifestation supplémentaire de certains paradoxes de la Révolution et du contraste qu'il y a entre les bonnes intentions. Il s'agissait d'humaniser la peine. Et en fait, on l'a banalisé. On l'a banalisé, ça a été terrible. On s'est rendu compte qu'on avait banalisé. On a rendu possible la destruction accélérée d'êtres humains pour des raisons souvent inexistantes. Pendant des mois et des mois, on a tué les gens, on a coupé les têtes. Et parfois 50, 60, 80 par jour. Oui. Et donc, c'est un effet des trop bonnes qualités que l'on avait voulu à ce mode de mettre fin à la vie des gens. C'est une évidence. Alors, il y a un autre aspect dans cette répression de la terreur
et qui est l'aspect le plus épouvantable, c'est ce qui s'est passé en Vendée avec les colonnes infernales. Oui. Et ce que vous mettez en valeur, c'est que la méthode utilisée par Turreau est une méthode qui a fait école au cours des années suivantes. Mais oui, j'ai été très surpris d'être en mesure d'établir un lien, même un lien documentaire, entre la façon de Turreau en Vendée et le comportement de Bonaparte en pays de conquête. Italie d'abord, Italie. Proche-Orient ensuite, Oui. et probablement, d'après le témoignage de Guylaine Diesbach, la Suisse. Oui, également dont je ne parle pas, mais c'est vrai aussi. Et je n'ai pas parlé de l'Espagne parce que c'est plus connu. Puis on était face à une guérilla qui était aussi terrible. Il s'agissait pas de faire un exposé complet des comportements répressifs de Bonaparte puis Napoléon. Néanmoins, pour l'Italie et l'Égypte, c'est extrêmement intéressant, parce que il y a un lien direct avec la manière dont ça s'est passé en Vendée. Et j'ai été très surpris de faire un lien, un contact entre deux faits qui sont... il n'y a absolument rien de génial dans la découverte, mais ce sont deux faits qu'on ne rapproche pas parce qu'ils appartiennent à des chapitres très différents de l'histoire, alors qu'en fait ils sont très proches l'un de l'autre. Il y a le blanchiment de Turreau avec les félicitations du jury en décembre 1795 par une commission militaire nommée par le général en chef de l'armée de l'intérieur, qui est Bonaparte. Et Bonaparte qui aurait pu d'ailleurs présider cette commission. Mais il ne l'a pas présidé. Là encore, les intentions de Turreau étaient bonnes. Oui, la pureté de mes intentions, etc. Très important. La pureté de mes intentions en Vendée, oui, c'est extrêmement important. Vous avez raison. Et donc entre ce blanchiment avec les félicitations du jury pour Turreau, il a parfaitement rempli ses devoirs de général et de citoyen. Et 3 mois après, des comportements semblables à ceux des colonnes infernales en Italie, à Binasco, du côté de Parme, je crois. Alors Binasco, c'est une histoire de maquisards italiens qui se révoltent contre l'armée occupante française. Oui, tout à fait, oui. Et Bonaparte organise la répression. Il organise la répression et il l'organise très, très féroce avec des destructions de villages, des destructions de populations, quelque chose de très féroce. Et il s'en vante. Et ensuite, il dit, souvenez-vous de Binasco, voilà ce qu'il faut faire. Alors, Binasco, c'est quelques mois seulement après... Et je crois même que vous citez un passage où il parle de colonne infernale. Ben oui. Votre colonne infernale, dit-il à Lannes. C'est peut-être dans tout ce livre, il y a beaucoup de choses dans le détail qui m'ont énormément intéressé et étonné. C'est peut-être ça qui a été le plus fort. Quelques mois après Binasco, au général Lannes qui avait accompli ce forfait à contre-cœur, il faut le dire à ça. Et qu'il l'a mal vécu. Et qu'il a mal vécu ensuite. Mais Napoléon, justement, lui fait un cadeau, il lui rétrocède un drapeau que ça doit être la République, lui a offert en souvenir d'Arcole. Donc il lui rétrocède ce drapeau à Lannes et il fait allusion en souvenir de la colonne infernale de l'armée d'Italie. Alors ça, c'est stupéfiant, parce que dans l'esprit de Bonaparte, il y a bien un lien. Le lien est net dans son esprit, entre les agissements de Turreau en Vendée, pour lesquels Turreau a été blanchi et félicité, et puis sa manière à lui en Italie, et ça sera encore pire, comme vous le savez, en Égypte. En Égypte, c'est assez impressionnant. Au Proche-Orient, Bonaparte a eu la main lourde. Il a eu la main très lourde. Il a multiplié les Binasco, il a multiplié les razzias de tribus en disant qu'il fallait tout prendre, hommes, femmes, enfants, et tuer ce qu'on ne pouvait pas emporter. Il
y a plusieurs fois cette injonction et des témoignages de comportements de ce type sont assez fréquents durant le temps qu'il a été là. De même que les décapitations sommaires, et notamment dans la ville du Caire, pas seulement, mais dans la ville du Caire, pour impressionner les populations. Et il s'en vante, plus exactement, il ne s'en cache pas, et il dit voilà ce que je fais, pour montrer à quel point il ne recule pas devant l'efficacité. Et on sent une indifférence totale une indifférence totale qu'il a pour la dimension humaine de ce que suppose ces décapitations un peu au hasard comme ça, et dont le nombre est toujours approximatif dans ses comptes rendus. Et plus tard, après avoir pris le pouvoir en France, alors que la chouannerie persiste, en particulier en Bretagne et en Normandie, le moyen dont il s'est servi pour faire plier Cadoudal, ça a été d'agiter la menace d'envoyer une colonne infernale dans le Morbihan. Oui, et Cadoudal s'est incliné pour protéger les populations. Oui, alors ça, j'ai pas. Vous savez mieux que moi. Mais je crois d'ailleurs que vous évoquez, que vous faites allusion à une colonne qu'on enverrait dans le Morbihan. Oui, on est prêt à le faire. Je suppose qu'il n'emploie pas l'expression de colonne infernale dans le dossier dont vous parlez là. Non. Mais de colonnes qui brûleraient des villages et massacreraient la population de quelques paroisses. On sent un plaisir quand il parle d'une colonne mobile. Vous enverrez une bonne colonne mobile, ou bien une petite colonne mobile de derrière les fagots, qui fera du. Et on sent que lui, qui a d'autres soucis, il a des fonctions plus élevées que d'exécution à remplir, de temps en temps ça le démange. Il aimerait bien mener une colonne lui-même. Enfin, il en fait état, en tout cas. Le général Hoche, en avril 96, vous le citez d'ailleurs, vous citez une lettre qui fait référence à des colonnes mobiles en avril 96, et le général Hoche avait organisé des colonnes mobiles pour charger de sillonner les campagnes et de fusiller sans autre forme de procès les chouans qui leur tomberaient entre les mains. Mais ça, j'ai pas établi. Enfin, je ne mentionne pas ça. Je vous remercie de le. Mais vous y faites référence à une lettre qui évoque ces colonnes mobiles d'avril 96. Et même je m'en souviens. Vous écoutez Radio Courtoisie, le journal de la plus grande France. Philippe Pichot-Brava reçoit le professeur Xavier Martin pour évoquer Beccaria, Voltaire et Napoléon à l'occasion de la sortie de son dernier livre, publié aux éditions Dominique Martin-Morin. Alors, le code napoléonien touche au droit pénal, ultimement en 1808 pour la procédure, 1810 pour le droit pénal proprement dit, l'économie des peines à proprement parler, et ce code pénal apparaît comme le résultat d'une évolution qui remonte à 1793 à peu près, et qui, comme vous le soulignez, petit à petit, détricote 1791, détricote le code de la Constituante, oui. C'est la tendance constante à partir de 1793. Je ne suis pas rentré dans le détail. D'une certaine manière, c'est dommage dans un strict point de vue d'histoire du droit pénal. Mais il y a souvent des velléités ou des décisions législatives ponctuelles au cours de ces années-là, au cours des années 1793, 1805, 8, par là, sur des points particuliers, pour faire échapper certains types de crimes ou de délits aux tribunaux ordinaires, pour créer des tribunaux spéciaux, notamment pour contourner l'institution des jurés. Et donc il y a la tendance constante, c'est d'aller dans le sens
effectivement de ce détricotage. Avec en matière pénale un souci de sévérité plus grand pour les crimes ordinaires. J'utilise l'expression crime ordinaire par opposition à un crime politique. Et cette sévérité qui répond à cette promesse de Napoléon aux Français, leur offrir les bénéfices de l'autorité qui protège et de la loi qui punit après 10 ans de désordre. Dans le même temps, au plan des conceptions, des mentalités, ce code pénal est présenté comme une réaction contre les principes de Beccaria, alors qu'en réalité, ce code pénal exploite l'un des aspects de la pensée de Beccaria. L'utilitarisme napoléonien est plus directement perceptible que celui de Beccaria et de Voltaire, mais il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Il y a simplement, chez autant de Beccaria et de Voltaire, il y a un discours humanitaire assez mince et pauvre qui se surajoute. Bonaparte, au moins dans le privé, ne se gêne pas pour ironiser sur l'humanité. Et il dit qu'une bonne sévérité, il dit ça en Conseil d'État, il dit ça assez tôt, sous l'Empire, une bonne sévérité, voilà la vraie humanité. C'est ce qu'il appelle l'humanité d'État. Et l'humanité d'État, il l'oppose, la bonne humanité, l'humanité d'État, il l'oppose à la mauvaise humanité qu'il appelle l'humanité des Italiens. L'humanité d'opéra ou l'humanité des Italiens. Il est impensable de ne pas croire que Beccaria n'est pas visé dans cette charge savoureuse, sous une réserve qu'il faut bien préciser. C'est que cette humanité de Beccaria, elle-même, elle est largement imaginaire, quoi. Alors, on pourrait imaginer qu'il y a dans cette attitude une grande différence avec certaines utopies pénalistes contemporaines consistant finalement à faire preuve d'une extrême mansuétude à l'égard des délinquants, à dénoncer le recours à la prison, etc. Mais en réalité, à l'origine de tout cela, il y a le même déterminisme dont on ne tire pas les mêmes conclusions. Voilà, d'un côté, on prend le parti de la société contre l'individu. Ils sont déterminés, mais il faut protéger la société contre ces gens-là. De l'autre, on dit, ce sont des victimes de la société. Il n'y a aucune raison de les accabler. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Oui, vous avez tout à fait raison. On a des circonstances différentes qui donnent des apparences différentes, mais c'est les mêmes principes qui sont à l'œuvre. Il n'y a pas de saute dans les principes inspirateurs, mais il y a simplement une ondulation en fonction des circonstances. Alors, le contraste pourtant est plus grand entre ce que vous venez de rappeler, entre l'époque de Napoléon et la nôtre. Le contraste est plus grand qu'entre Napoléon et ce qu'il précédait immédiatement, mais c'est bien la même chose, effectivement. Et il est intéressant de voir parmi les législateurs actifs au moment du Code de 1810, il est intéressant de voir le grand juriste Target être très répressif. Target est très répressif en 1810. Or, Target, c'est un ancien, il est membre du comité pénal de l'Assemblée constituante. Donc, il est à l'origine de choses très, je vais dire, non répressives de l'Assemblée constituante, y compris de certains articles bourrés de garanties pénales de la déclaration de 89. Et auparavant, c'est un avocat des Lumières, proche de Voltaire. Et quand on voit en 1810 ou 1808-1810 des propos extrêmement répressifs et même violents contre les criminels, quand on voit que Target dit ça en 1810 et qu'on voit
en douce, Voltaire en disait autant vers 1770, on voit bien qu'il y a continuité sous toutes les apparences que l'on voudra et avec les inflexions circonstancielles, bien sûr, qu'il peut y avoir. Mais l'élément de permanence me paraît vraiment en profondeur très 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 digne d'être souligné comme quelque chose de très important, quoi, et plus important que les différences. Et alors, d'autre part, le point commun de toute cette période, c'est l'ambiguïté d'un humanisme autoproclamé qui repose sur une conception de l'homme très appauvrie, et donc qui est l'exact contraire d'un humanisme consistant. Nous partions de cela, c'est la clé. C'est la clé. Pendant longtemps, je ne l'aurais pas exprimé de manière aussi, je dirais, aussi concise, parce que je le sentais confusément. Mais à force d'écrire des livres sur ces choses-là, je finis par m'instruire et me former l'esprit. Et oui, c'est ça. L'anthropologie des Lumières, la vision philosophique et scientifique qu'on a de l'homme sous les Lumières, et ne fournit pas un socle capable de soutenir l'humanisme, un humanisme de la classe dont on crédite les Lumières. Oui, c'est-à-dire d'un côté le matérialisme et le sensationnisme que vous avez décrit dans votre premier livre, Nature humaine et révolution, Oui. Et puis d'autre part les conséquences du nominalisme que vous avez montré dans Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, oui, il y a 3 ans, qui a conduit au cœur du XVIIIe siècle à la naissance, justement à la naissance de ce sous-homme, oui, et d'abord à la négation de la nature humaine, et ensuite à la naissance de ce sous-homme avec un discours qui annonce oui, certaines expériences des années 30 et 40 en Europe. Oui, je ne peux que vous approuver, même si je me compromets en vous approuvant sur ce point-là. Et alors, ce qui est marquant également en consultant votre ouvrage, c'est de réaliser à quel point Voltaire et Napoléon sont très proches mentalement, et que oui, Napoléon est finalement le chef d'État et la formule politique à laquelle Voltaire a rêvé toute sa vie. Oui, mais c'est pas étonnant parce que, enfin, c'est pas étonnant. Superficiellement, c'est étonnant. En profondeur, ça ne l'est pas, puisque Napoléon est une excellente incarnation de l'idéal du despote éclairé, tel que les philosophes français, comme vous le savez, particulièrement Diderot et Voltaire, le rêvaient. Et les points communs entre Napoléon et Catherine II, entre Napoléon et Frédéric II, qui était un personnage très révéré par Napoléon. Il y avait une grande vénération pour Frédéric II. Napoléon est très lié à ces modèles politiques-là. Et comme vous le savez, Voltaire est extrêmement entiché de ces 2 souverains. Il n'y a pas d'étonnement. Puis là, on retrouve dans le détail l'antisémitisme, le bellicisme de Voltaire, qui est largement un pacifiste en peau de lapin, et qui est très belliciste quand ses amis gagnent des guerres. Notamment la guerre menée par la tsarine contre la Turquie. Contre la Turquie, pendant laquelle Voltaire, d'une manière qui laisse méditatif souvent, et qui agace la tsarine, et à tel point que oui, la tsarine en est gênée. Il appelle à l'extermination des Turcs un certain nombre de fois. Il se réjouit des hécatombes chez les Turcs d'une manière tellement indécente que la tsarine lui fait quelques reproches assez pincés, qui sont assez forts. La guerre est une chose sérieuse, monsieur. Oui, exactement, oui. Et ce sont des hommes qu'on tue, monsieur, aussi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec le comportement de Napoléon à Jaffa, lorsque, à froid, il fait exécuter 1500 ou 2000 prisonniers turcs, en précisant bien jusqu'au dernier, que pas un seul n'échappe.
Et entre cet appel au massacre des Turcs par Voltaire vers 1770 et ce massacre épouvantable perpétré par Bonaparte en 1798 ou 19, je ne sais plus exactement, il est difficile de ne pas faire un lien. Alors, je ne vais pas dire que Napoléon pensait qu'il était en train de mettre en application les idées de Voltaire, ça n'était pas nécessaire d'ailleurs, mais vous voyez bien que tout ça, on est dans le même bain culturel, et c'est pas un bain culturel qui va dans le sens de l'humanisme, au sens où on veut l'accréditer systématiquement. Eh bien, un grand merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Ce seront les derniers mots de cette émission. Je rappelle que vous venez de publier Beccaria, Voltaire et Napoléon, ou l'étrange humanisme pénal des Lumières, chez Dominique Martin-Morin, et que les auditeurs de Radio Courtoisie pourront vous retrouver lors de la fête de la Courtoisie, le dimanche 10 juin prochain.